L'amiral Jules Dumont d'Urville né en 1790 et mort en 1842. Il voulut poursuivre l'expédition de la Pérouse qui s'était soldée par un échec et explorer les terres australes et l'Antarctique. Jules Dumont d'Urville serait mort à la suite de son 3e tour du monde dans un accident de train, ou aussi sont morts ses 2 fils selon certains ouvrages ou son fils unique selon d'autres sources et son épouse. Enfin, lors du débarquement américain en Normandie, le musée qui abritait des artefacts rapportés par Dumont d'Urville a été bombardé, détruisant des preuves de son voyage en Antarctique. Jules Sébastien César Dumont d'Urville, 1790 à 1842, officier de marine et explorateur qui mena de nombreuses expéditions, notamment à bord de l'Astrolabe. Il repose au cimetière du Montparnasse avec son épouse et son fils, 16 ans, tous les 3 morts dans un accident ferroviaire le 8 mai 1842 à Meudon. Alors que le chemin de fer se mettait en place en France, une grave catastrophe ferroviaire a lieu le 8 mai 1842 à Meudon. Ce fut la première et la plus grave du genre. À l'époque, après un procès, on dénombra 55 morts et 109 blessés. Cependant, depuis peu d'années, de nouvelles recherches ont permis d'affirmer qu'il y eut en réalité environ 200 morts et un très grand nombre de blessés. La Société de géographie fait apposer sur son monument une inscription qui a été considérée comme une injure à sa mémoire et fut effacée. Point de deuil, un peu de cendre, un peu de terre, beaucoup de bruit. Le 1er janvier 1840, l'Astrolabe et la Zélée remirent à la voile. Le 15, elles coupèrent la route de Cook en 1773 et, depuis ce moment, se trouvèrent dans un espace de mer que jamais navire occidental n'avait sillonné. Le 16, par 60 de latitude et 141 de longitude, on vit la première glace, masse de 50 pieds de hauteur sur 200 d'étendue ou 15 mètres sur 60 mètres. Le 17, les icebergs avaient de 100 à 130 pieds sur 3 à 400 toises d'étendue, soit 30 mètres ou 40 mètres sur 800 m. La Terre était à 8, à 10 000 de là. C'était un immense ruban s'étendant à perte de vue du SS. À l'eau S0, ou de 2 à 300 toises, entièrement couvert de glace et de neige. On était par 66 degrés, 38 latitude et 138 degrés, 21 longitude, sous le cercle polaire antarctique et à peu de distance du pôle magnétique. C'était une haute et puissante barrière qui fermait la route aux navires. Dumont d'Urville annonça à son équipage que cette terre porterait désormais le nom de Terre Adélie, rappelant le prénom de sa femme Adèle. Le 27 janvier, forcé de renoncer à tout ce projet d'exploration de la Terre Adélie, dont on avait tracé environ 150 000 d'étendue, il se porta au nord, sous toute voile possible, pour s'échapper du labyrinthe où il se trouvait engagé. Ainsi, le 1er février 1840 par 65 degrés, 20 latitude et 128 degrés, 121 longitude, il dit un adieu définitif à ces régions sauvages et mit le cap au nord pour rallier au bar, où il arriva le 17 février. Clément Adrien Vincent Dumoulin né le 4 mars 1811 à Chattes, Isère, et mort le 12 mai 1858 à Chevrières, Isère, est un ingénieur hydrographe de la marine. Il participa entre autres voyages à l'expédition Dumont d'Urville en Antarctique, expédition durant laquelle il fera le premier calcul de l'inclinaison magnétique permettant ainsi de localiser le pôle sud magnétique, 23 janvier 1838, et il dressera la première carte de la Terre Adélie, 1840. Le 21 janvier, tous les doutes avaient cessé à bord des 2 navires. C'était bien la Terre que M. Dumoulin avait découverte. Elle s'étendait à toute vue au sud-est et au nord-ouest, et dans ces 2 directions, on n'apercevait pas ses limites. Elle était entièrement couverte de neige, et elle pouvait avoir une hauteur de 1000 à 1200 mètres. Nulle part elle ne présentait de sommet saillant. Nulle part non plus on ne découvrait aucune tache indiquant le sol, et, l'on eût pu croire, ajoute Dumont d'Urville, que nous étions arrivés devant une banquise plus considérable encore que toutes celles que nous avions rencontrées, si nous eussions pu admettre que jamais les banquises pussent atteindre une hauteur aussi prodigieuse. Avec nos lunettes, nous interrogions à chaque instant du regard cette terre mystérieuse, dont l'existence ne paraissait plus contestable, mais qui ne nous avait offert encore aucune preuve irrécusable de son existence. La découverte de cette preuve irrécusable était réservée à Duroc, auquel nous empruntons l'intéressant récit publié dans les notes du 8e volume du dernier voyage de Dumont d'Urville. Nous sommes tous réunis sur la dunette. Le temps est admirable, et, chose merveilleuse dans ces régions, le soleil est d'une pureté sans tache, chacun s'amuse à contempler les formes bizarres qu'offrent les glaces qui nous entourent. Pour la 100e fois j'interroge de ma longue vue ces masses de neige et de glace, lorsque j'aperçois des taches roussâtres, rugueuses, qui ne pouvaient appartenir qu'à des roches, à de véritables roches. Je les fis remarquer au commandant, mais, souvent trompé dans la journée, il se refusa d'abord à y croire. Bientôt cependant de nouvelles taches se découvrent, cette fois il est impossible de ne pas être convaincu, car, quoique éclairées par le soleil, ces taches conservent une teinte uniforme et ressortent parfaitement en noir sur la neige d'où elles surgissent.
Le commandant donne l'ordre de mettre un canot à la mer, on l'arme avec 6 hommes vigoureux, car la distance est grande, on embarque un compas, de la bougie, tout ce qui peut être nécessaire dans le cas où la brume viendrait le surprendre en route. Je suis de service, à moi donc le commandement du canot, à moi l'honneur de fouler le premier cette terre vierge de pas humain. Rien ne peut égaler mon bonheur. Quelles devaient être puissantes les émotions qui ont dû assaillir le cœur des navigateurs qui les premiers dans la carrière ont doté leur pays de la découverte de ces magnifiques contrées couvertes de la plus heureuse végétation et de nombreuses populations. Je pars accompagné de messieurs Dumoutier et Le Breton, mes hommes, pleins d'ardeur, impriment au canot une vitesse inaccoutumée. Hardi, matelot. L'aïeul de la zélée nous talonne, il faut arriver les premiers. Mais je n'ai pas besoin de les stimuler, obéissant à leurs bras vigoureux, l'embarcation dévore l'espace. Les corvettes baissent sensiblement à l'horizon, et bientôt nous ne distinguons plus que leur mâture, la côte, au contraire, se découvre davantage, nous ne pouvons plus douter que ce ne soit de la terre, les matelots redoublent d'énergie, et nous entrons au milieu du labyrinthe de glace qu'il faut traverser pour arriver au but. De ma vie je n'oublierai le magnifique spectacle qui s'offrit alors à mes yeux. Sauf le grandiose, nous aurions pu nous croire au milieu des débris de l'une de ces imposantes cités de l'Antique Orient récemment bouleversées par un tremblement de terre. Nous naviguions en effet au milieu de gigantesques débris affectant les formes les plus bizarres, ici des temples, des palais aux colonnades brisées, aux superbes arcades, plus loin le minaret de la mosquée, les flèches aiguës de la basilique romaine, là-bas une vaste citadelle aux nombreux créneaux, dont les flancs déchirés paraissent avoir été frappés par la foudre, sur ces majestueux débris règne un silence de mort, un silence éternel. Jamais la voix de l'homme n'avait encore retenti. Dans ces solitudes glacées. Au milieu de cette scène majestueuse, nos embarcations, le pavillon de France en poupe, glissent calme et recueilli, mais le cœur bat vivement, et soudain un long cri de Vive le roi. Viens saluer la terre. C'est elle, en effet, la voilà. Nous la touchons, et nos brillantes couleurs se déroulent et flottent majestueusement sous le cercle polaire, au bruit de nos hurrahs d'allégresse, sur une rude roche de granit rougeâtre, dominée par 1200 pieds de glace éternelle. Mais il nous faut des souvenirs, il faut qu'un de ces fragments vienne rappeler à chacun de nous, dans ces vieux jours, qu'il a mis les pieds sur un sol nouveau, pic et marteau retentissent à l'envi, le roc est bien dur, mais il ne peut résister à nos efforts, et bientôt de nombreux débris remplissent le fond du canot. Quelques inoffensifs pingouins, seuls habitants de ces lieux, se promenaient près de nous, malgré leurs protestations, nous les emmenons comme de vivants trophées de notre découverte. Mais la brise s'élève fraîche et froide autant que la glace sur laquelle elle passe pour arriver jusqu'à nous. Nous en profitons pour mettre à la mer et saluons la terre, qui disparaît, de 3 cris de Vive le roi. La bonne brise nous pousse rondement, et à 11h30 nous atteignons les corvettes, tout le monde est sur le pont, tous nous attendent avec anxiété, la vue de nos trophées excite des transports de joie, notre découverte est constatée et reçoit le nom de Terre Adélie. Nous étions alors par 66°29 de latitude sud, et 138°21 de longitude à l'est du méridien de Paris. Cependant Joseph Fidèle-Eugène du Bouzet de la Zélée, avait envoyé un de ses matelots déployer un drapeau tricolore sur ces terres qu'aucune créature humaine n'avait ni vu ni foulé avant lui. Suivant l'ancienne coutume que les Anglais ont conservée précieusement, nous en prîmes possession au nom de la France, ajoute-t-il, ainsi que de la côte voisine que la glace nous empêchait d'aborder. Notre enthousiasme et notre joie étaient tels alors, qu'il nous semblait que nous venions d'ajouter une province au territoire français par cette conquête toute pacifique. Celle-là du moins aura l'avantage de ne susciter jamais aucune guerre à notre pays. La cérémonie se termina comme elle devait finir, par une libation. Nous vidâmes à la gloire de la France, qui nous occupait alors bien vivement, une bouteille de vin de Bordeaux. Le 17 février 1840, les 2 corvettes étaient de retour à Hobart Town, et le 6 novembre, 38 mois, jour pour jour, après leur départ, elles jetaient l'ancre dans la rade de Toulon, au milieu de l'escadre commandée par l'amiral Lalande.